J'ai eu plus de 12 emplois dans ma vie, je les ai tous créés. Parce que moi, je n'ai jamais travaillé pour personne. Juste après mes études, je me suis lancé directement dans l'entrepreneuriat. Donc aujourd'hui, je peux employer tous mes neveux, mes cousins. Mon père a pris soin de ma mère jusqu'à la fin de sa vie. Donc j'ai aimé ça, ça m'a inspiré. Donc pour moi, c'est ça. Au départ, je n'avais pas les moyens que j'ai aujourd'hui. En 5 ou 6 ans de mariage, à part le 2e mois du Covid, il n'y a aucun mois où je me suis retrouvé en incapacité financière de subvenir aux besoins de la famille. Comment se bâtir un patrimoine de plusieurs milliards de francs CFA en Afrique en à peine 7 ans? Aujourd'hui, nous allons discuter avec Yann Amon, qui est un spécialiste de l'immobilier en Côte d'Ivoire et qui va nous expliquer comment, partant de rien du tout, il est parvenu à se bâtir un empire extraordinaire. Aujourd'hui, avec son entreprise, il réalise plus de 100 transactions tous les mois. Il est actif sur les réseaux sociaux, donne des conseils, promeut ses activités et aujourd'hui, il a décidé de se livrer et de nous partager ses secrets, mais aussi sa gestion des finances. Comment il gagne, comment il épargne, comment il multiplie et comment il transfère son argent. Il nous donne des astuces, notamment sur les stratégies qu'il met en œuvre pour pouvoir léguer son patrimoine à ses enfants. Et croyez-moi, c'est très intéressant. Vous n'allez pas voir le temps passer parce qu'il y en a moins quelqu'un de passionné, mais aussi quelqu'un qui donne beaucoup de contenu avec beaucoup de générosité. Je vous invite donc à l'écouter attentivement. La bonne nouvelle, c'est que Yann Amon sera avec nous à Back to Africa cette année pour pouvoir parler de business avec vous sur place, mais aussi vous montrer les opportunités qu'il peut mettre à votre disposition en Côte d'Ivoire. Ne l'oubliez pas, la Côte d'Ivoire est un pays ouvert sur le monde en termes de business. Il y a donc la possibilité, même pour les non-ivoiriens, d'y acquérir du foncier pour réaliser des projets plus ou moins grands selon vos moyens. Prenez le temps de suivre cette émission. Je suis sûr que vous allez apprendre énormément en termes de gestion des finances et de stratégie business. Pour ceux d'entre vous qui ne l'ont pas encore fait, bien évidemment, vous le savez, vous pouvez réserver vos places pour participer à Back to Africa cette année. Et en plus, vous avez la possibilité de payer votre place en plusieurs mensualités, de telle sorte que vous puissiez payer tous les mois 20 ou 30 euros seulement. Ainsi, vous allez réserver votre place sans le sentir. Les amis, je vous attends dans la barre de description pour le faire. Mais pour le moment, on suit le podcast avec Yann Amon et je suis sûr que vous allez apprendre beaucoup de choses. Bonjour Yann Amon. Bonjour Philippe. Merci beaucoup d'avoir accepté de venir sur notre podcast. C'est juste une question de temps pour parler d'argent. Merci surtout à toi aussi pour l'invitation. T'en prie. Est-ce que tu veux juste commencer par te présenter pour les gens qui ne te connaissent pas encore? D'accord. Alors mon nom c'est Amon Moulari à l'état civil. Amon Moulari Edouard Yann, très connu sur le nom Yann Amon. Je suis entrepreneur ivoirien, on va dire principalement dans le domaine de l'immobilier. Mais alors, immobilier, c'est un peu vague. Tout à fait. Qu'est-ce que tu fais concrètement dans l'immobilier? Alors je fais beaucoup, principalement agent immobilier agréé, j'ai un agrément. Oui. À côté de ça aussi, je fais de la construction. Ça veut dire quoi, agent immobilier agréé, concrètement? Agent immobilier agréé, ça veut dire que j'ai l'agrément du ministère de la Construction et du Logement en Côte d'Ivoire pour gérer des biens, pour faire du syndic, pour faire de la location-vente. Donc en Côte d'Ivoire, en fait, il faut avoir un agrément pour pouvoir opérer dans le domaine de l'immobilier. Donc j'ai cet agrément-là qui fait de moi un agent immobilier agréé. D'accord. À côté de ça, je construis pour commercialiser à petite échelle. Et puis on peut dire que voilà. Principalement aussi un peu dans le foncier depuis un certain moment. Je suis investisseur dans le foncier et je commercialise aussi un peu des terrains sécurisés aux Ivoiriens, aux gens de la diaspora. D'accord. Une autre question qui va tout de suite en droite ligne avec ça. En Côte d'Ivoire, de ce que j'ai compris, pour ce qui est des terrains urbains, tout le monde peut acheter. Ou alors c'est réservé aux Ivoiriens? Non. Jusqu'ici, tout le monde peut acheter. Mais j'ai cru comprendre que certaines réformes vont peut-être changer les données. Mais aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, un Ivoirien ou un non-Ivoirien peut acheter en Côte d'Ivoire. Très bien. Toi qui es dans le secteur de l'immobilier, on a eu des statistiques récemment qui étaient un peu affolantes, on va dire ça comme ça, dans lesquelles on révélait que je crois que c'était plus de 60% du parc immobilier en Côte d'Ivoire est détenu par la communauté libanaise. Est-ce que tu avais suivi cette information et comment tu as réagi à ça? C'est ton secteur? J'avais suivi cette information. Je sais que dans certaines zones, c'est un peu plus, ça se perçoit beaucoup, comme par exemple à Signy. Mais je pense que je n'ai pas poussé la vérification jusqu'à dire que je confirme cette information, mais il semble que c'était quand même une part de vérité. Mais j'ai comme l'impression, j'ai des doutes en fait qu'à l'échelle de tout le pays, 60% des propriétés soient possédées précisément par des Libanais. J'ai des doutes en fait. Ok.
Mais à Abidjan même, on sait qu'il y a quand même des Oui, quartiers. dans des zones, c'est zone très 4, visible. ainsi de suite, c'est assez visible quand même. Assini, etc., c'est assez visible. Toi qui es dans le secteur de l'immobilier, comment tu vois ça? Est-ce que c'est quelque chose qui te révolte? Est-ce que c'est quelque chose que tu trouves normal? Tu t'en fous? Je ne vais pas dire que ça me révolte, mais je trouve que ce n'est pas normal. Et en fait, c'est la conséquence de beaucoup de choses. Je pense que pendant plusieurs années, sinon les dernières décennies, nos parents ne voyaient pas peut-être l'importance de s'investir dans l'immobilier, dans le foncier. Donc, je pense que ces dernières années, je fais partie de la génération de ceux qui ont vraiment, je ne vais pas dire mettre à la mode, mais on a assez parlé, on a assez encouragé les Ivoiriens et surtout les jeunes à s'intéresser à l'immobilier. Parce qu'on a l'impression qu'il faut avoir beaucoup d'argent pour devenir propriétaire. Alors que nous qui sommes dans le domaine, on sait qu'à petite échelle, c'est possible de commencer à devenir propriétaire et à se constituer déjà un patrimoine immobilier ou foncier. Donc, ça fait partie de mes combats. Et on peut dire qu'on est un peu fiers parce que ces dernières années, les tendances sont en train de changer. Je pense que de plus en plus, les Ivoiriens seront des propriétaires fonciers ou immobiliers. Alors, c'est drôle parce que j'ai discuté avec deux personnes qui sont dans le domaine de l'immobilier. Un architecte qui disait que l'immobilier, c'est un domaine de riches. Alors, il parlait de la construction notamment. J'ai discuté avec un constructeur qui disait non, ce n'est pas vrai. Chacun peut construire en fonction de son budget. C'est vrai. Quelle est ta philosophie? Pour moi, l'immobilier, ce n'est pas réservé pour les riches. Mais après, il y a différentes échelles. Par exemple, aujourd'hui, même en termes de construction, il y a ce qu'on appelle des constructions, on va dire, sociaux. Il y a des constructions économiques, il y a du bas standing, il y a du moyen standing, il y a du haut standing. Donc, je pense que l'Ivoirien, je ne vais pas aussi oser dire que l'Ivoirien lambda peut devenir propriétaire, parce qu'après, la construction, ça coûte, mais je pense que chacun peut, à une petite échelle, construire son toit. Après, on ne peut pas être propriétaire peut-être à Abidjan, au Plateau ou à Cocody, mais si vous êtes dans un certain nombre d'endroits éloignés, c'est possible d'avoir un lopin de terre à petit prix. C'est possible aussi de construire avec des constructions, on va dire, pas très chères. Donc, je crois que les deux ont en partie raison. Mais il se trouve quand même qu'en Côte d'Ivoire, quand on compare avec certains pays d'à côté, le coût de construction reste un peu trop élevé, alors qu'on a l'accès au port. Certaines des matières premières qui rentrent dans la construction d'une maison sont présentes ici. On a beaucoup de cimenterie ces dernières années. Donc, on peut ne pas comprendre pourquoi les choses sont un peu chères. Après, c'est peut-être aussi dû au manque d'information. Aujourd'hui, certaines personnes se disent « c'est cher, donc je vais payer cher ». Alors que si on commence à éduquer les gens, si on commence à leur faire comprendre que pour construire un duplex, voilà ce que ça peut coûter, un 3 pièces, voilà ce que ça peut coûter, une villa basse, voilà ce que ça peut coûter. Je pense que de plus en plus, les gens sont beaucoup plus à l'aise et les gens vont initier plus de projets de construction personnelle ou à commercialiser. Alors, on m'a demandé, mais Yann Amon, quand j'ai dit que je recevais Yann Amon dans le cadre de ce podcast, on m'a dit, mais il faut lui demander, Yann Amon, est-ce que c'est un malot? Comment il fait pour vendre des terrains à 1 million de francs? Parce que ça, c'est un de tes grands slogans. Oui, c'est terrain moins cher. Effectivement. Où est-ce que tu ramasses des terrains à 1 million? En fait, la vérité, c'est que les terrains peuvent être beaucoup moins que ça. Vous savez, je vais donner une petite anecdote. Une fois, un promoteur immobilier sérieux, un aménageur foncier, m'a proposé un certain nombre de terrains dans la zone de Yamsokro qui revenait à peu près à 600 et quelques mille francs CFA. Donc, j'ai fait une réunion avec mon équipe. J'ai dit, voilà, on a une opportunité et tout. On va commercialiser. Normalement, quand on vend un terrain à 600 000, nous, on est censé avoir, entre parenthèses, 10%. C'est ce qui est légal. Lorsqu'on a lancé, beaucoup de gens pensaient que c'était de l'arnaque. Ils se disent, mais comment un terrain peut coûter à 600 000 francs CFA? Donc, du coup, on a préféré ne pas travailler sur ce dossier et travailler sur un autre dossier où ils faisaient les terrains à 1 million, à peu près dans une même zone. Et ceux de 1 million sont sortis beaucoup plus facilement, j'ai envie de dire même en masse, que ceux de 600 000 francs. Pourquoi? Parce que les gens se disent, 600 000 francs CFA, il y a un problème. Et c'est ce qui fait qu'arrivé à un certain moment, ceux qui veulent gagner de l'argent en profitent. Donc, pour dire que, qu'est-ce qui explique, de toi à moi, qu'est-ce qui explique qu'un terrain, la même terre, coûte 1 million le mètre carré au plateau, 1 million le mètre carré en zone 4, et peut-être 100 000 francs le mètre carré en engrais? Qu'est-ce qui explique, par exemple, qu'on a 25 000 ou 30 000 francs le mètre carré à Benjerville pour un même superficie? Un lopin de terre, c'est la même chose. Tous les terrains sont plats. Qu'est-ce qui explique? On va te dire que c'est l'emplacement. C'est l'emplacement, oui. Donc c'est la surenchère, c'est l'offre et la demande. Oui. C'est le marché. Donc le marché, arrive à un moment, c'est une sorte de dictateur. On dit que le client, il est roi. Le marché, c'est une sorte de dictateur qui dicte ses règles. Donc plus la demande, elle est forte, les gens auront tendance, ça va tirer naturellement le prix vers le haut. Donc il y a des zones, par exemple, où la demande n'est pas forte. Par exemple, disons, à Mans, une ville de la Côte d'Ivoire, il n'y a pas tant de personnes qui aimeraient être propriétaires à Mans. Donc, il se trouve qu'à Mans, en ce moment, on peut acheter des terrains à 200 000 francs CFA, à 300 000 francs CFA.
Qui va aller acheter les terrains à 300 000 francs CFA? Donc après, il faut des programmes immobiliers. 300 000 francs CFA, 500 euros. Quelle superficie? 500 euros, 500 mètres carrés. Et je vais 500 te mètres choquer. carrés? Je vais même te choquer. Là, on va même pas aller à Mans. On revient à côté d'Abidjan. Oui. À 40 minutes d'Abidjan, dans le village de ma mère, qui s'appelle Memni, qui est situé dans ce qu'on appelle Alépé. Oui. Aujourd'hui, Alépé est proche d'Abidjan parce que c'est connecté par la Y4. Tout à fait. À Alépé, en ce moment, on vend des terrains qui sont à l'entrée on va dire, du village ou de la... C'est pas une ville, on va dire à l'entrée d'Alépé, on vend des terrains autour de 1 500 000 francs CFA, 500 mètres carrés. On va dire on est en zone un peu urbaine. Donc 1,5 million, ça fait à peu près combien d'euros? 2200. 2200 euros. Ouais. Dans la même zone, à l'épée, moi j'achète 1 hectare de terrain à 1 million de francs CFA. 1 hectare. 1 hectare, 1500 euros. J'ai commencé par acheter 5, après j'ai acheté 2, donc je ne sais plus combien j'ai là-bas. J'ai beaucoup d'hectares. Et là, cette zone-là, j'utilise en ce moment pour mes fermes. Mais c'est une zone qui est à moins de 10 minutes de la zone qui est à 3 000 euros, les 500 mètres carrés. Donc lorsque j'achète, je me dis dans 2, 3, 4 ans. 16 hectares vont devenir... 1 hectare, c'est quand même 20 lots de 500 mètres carrés. C'est beaucoup. Pour dire qu'un hectare, faisons un calcul, un raisonnement par l'absurde. 1 hectare, 1 million, ce qui devrait dire que 500 mètres carrés, ça fait 1 million divisé par 20. Oui. Ça devrait faire 50 000. 50 000. Donc, à 45 minutes d'Abidjan, 50 000 francs CFA de 500 mètres carrés. Donc, après, les gens ont peur. Il y a des gens, si tu les envoies sur ce site, ils vont dire, mais pourquoi est-ce que je vais venir me mettre là? Ils ne se projettent pas, ils n'ont pas une vision à long terme, alors que nous, on a cette vision à long terme. Ouais. Et ces mêmes terrains, moi, je sais que dans 4 ans, 5 ans, je vais les revendre à 1 million, 2 millions, 3 millions l'unité. Donc, tu vois un peu la plus-value de fou que je vais pouvoir faire. C'est drôle parce que j'ai vu un peu sur tes réseaux sociaux et parfois tu racontes des anecdotes comme ça en disant tout à fait. Voilà un client exactement. qui est en train de vouloir acheter un terrain maintenant, mais il y a 5 ans ou il y a 10 ans. Dans la zone de Djorobité, j'ai des histoires comme ça qui sont terribles. Des clients à qui on proposait les terrains à l'époque à 7 millions de francs CFA. Quand je dis à l'époque, c'est quand même il y a 10 ans, puisque là on est en 2023. Et ils avaient peur, ils disaient non, la zone elle est loin, tout ça. Même il y a 12 ans, 13 ans, le pont Soro qu'on emprunte, là en ce moment, il n'existait pas. Toute cette zone, elle était un peu difficile d'accès. Le chute d'engrais n'existait pas. Il fallait aller passer par Faya, tout ça. Donc les gens ne voyaient pas le potentiel de cette zone. Mais et je félicite les gens de la diaspora. À l'époque, c'est beaucoup de gens de la diaspora qui ont acheté. Mais peut-être parce qu'ils n'étaient pas là pour voir. Voilà. Peut-être s'ils étaient là et on les avait envoyés là-bas, ils allaient dire non, mais tu me proposes n'importe quoi. Mais ces personnes qui ont investi, qui ont acheté à 7 millions, aujourd'hui, vous ne pouvez pas acheter un terrain à Djorobité à moins de 25-30 millions. Wow. Avec un ACD, c'est impossible. Donc, tu achètes à 7,5 millions, tu as dépensé peut-être à peu près 1,5 million, 2 millions pour toute ta documentation. 7,5 millions plus 2 millions, ça fait 9,5 millions. Et puis, 7 ans, 8 ans après, tu les revends à 30, 40, 50 millions. Pour certains qui ont des emplacements en bordure, on les revend à 100 millions. C'est ça l'immobilier. Et c'était la plus autre question que je voulais te demander. Comment on fait pour s'enrichir avec l'immobilier? Il faut avoir une stratégie. Alors justement, est-ce que c'est essentiellement... Parce que là, j'ai envie de dire que ce que tu me dis là, pour toi, ce sont des coûts. C'est-à-dire qu'un coût à l'épée, un coût à Djorobité... ok, mais est-ce qu'on s'enrichit comme ça avec l'immobilier ou c'est quoi la stratégie? Il y a plusieurs stratégies, mais moi, ma stratégie, sinon celle que je recommande aux personnes, c'est très tôt de définir l'horizon de temps. On va dire l'horizon de temps dans lequel tu veux faire tes profits immobiliers. Soit tu veux jouer au jeu du court terme, soit tu veux jouer au jeu du moyen terme, soit tu veux jouer au jeu du long terme. Moi, pendant très longtemps dans l'immobilier, je ne jouais qu'au jeu du long terme parce que je n'avais pas assez d'argent. Et je me disais, parce que je n'ai pas beaucoup d'argent, je ne peux pas aller sur des offres intéressantes, 15, 20 millions, 10 millions. Donc, avec 1 million, 300 000, 400 000, je prenais des choses qui étaient très, très éloignées. Ce qu'un salarié peut faire. Ce qu'un salarié peut faire. Donc, c'était le jeu du long terme. Donc, le jeu du long terme a ses avantages et aussi quelques inconvénients. Le long terme, ça peut être long. Mais après, tu peux te dire, même si moi, je n'en profite pas tant, mes enfants, mes petits-enfants pourront en profiter. Il y a le jeu du moyen terme, qui est l'horizon de temps, on va dire, entre peut-être 18 mois, 5 ans. Vous pouvez faire des profits, des retours sur investissement intéressants sur cet horizon de temps, ou l'horizon court terme. Ça veut dire que je veux faire des profits moins de 12 mois. J'achète pour revendre. Il y a une opportunité, j'étudie, c'est en dessous du prix du marché, j'ai une bonne marge, je fais le montage, j'achète, je revends. Donc, il faut d'abord choisir l'horizon de temps avec lequel vous êtes beaucoup plus à l'aise ou que votre capacité financière ou que votre appétit du risque vous permet c'est comme un game. Une fois que tu as choisi le game, la deuxième stratégie que je recommande, d'ailleurs c'est ce qui, je pense, m'a fait avoir autant de possessions dans l'immobilier, c'est de définir chaque année un montant
que vous allouez à l'investissement immobilier. Moi, je le fais depuis à peu près 2016 ou 2017. Et ce montant-là, au fil des années, il faut l'augmenter. Vous savez, à l'époque, moi, je me disais, cette année, j'investis 500 000 francs dans l'immobilier. Ça ne me permet pas, je n'ai pas l'embarras du choix. Oui. Mais au moins, avec 500 000, ce que ça permet d'acheter, j'achète. Oui. L'année qui suit, j'essaye de fixer le même montant ou un montant plus élevé. C'est comme ça que moi, je passais de 500 000, ensuite 1 million, ensuite 5 millions, ensuite 10 millions, ensuite 50 millions, ensuite 100 millions. L'année passée, je me disais que j'allais mettre 100 millions dans l'immobilier, en termes d'investissement dans l'immobilier. Cette année, je devais faire 500 millions. Par la grâce de Dieu, j'ai eu beaucoup plus de revenus. Je suis monté à 1 milliard d'investissements pour l'année 2023. Waouh. C'est quand même beaucoup. Félicitations. Pour l'année prochaine, je me dis, je vais essayer de monter. Non, Non, généralement, j'ai un jeu de fou. Non, même pas double. Je fais x2, x5. Ça, c'est une de mes stratégies. Je ne pourrais pas te dire d'où je tiens ça, mais je fais toujours x2, x5. C'est-à-dire 5 millions, 10 millions. Là, c'est x2. De 10 millions, je passe à 50 millions. De 50, 100. De 100, 500. 500, 1 milliard. 1 milliard, 5 milliards. Donc, pour l'année prochaine, mon objectif en termes d'investissement immobilier, si Dieu fait grâce, ce serait 5 milliards. Sinon, je vais remettre à nouveau 1 milliard. Et année après année, votre patrimoine augmente. Parce que lorsque les choses que vous avez achetées, lorsque vous avez mis que 500 000, ils ne valent pas 500 000 aujourd'hui, ils valent peut-être 2, 3, 4 millions. Et ça, c'est quelque chose qui est intéressant dans l'immobilier, c'est que le temps a tendance à faire augmenter de façon naturelle, de façon intrinsèque. On connaît rien à faire. Voilà, donc c'est intéressant. Au final, vous ne perdez rien. Donc moi, ça, c'est quelque chose que je fais. Donc il faut se donner cette discipline. Je pense que quelqu'un qui choisit l'horizon de temps avec lequel il est à l'aise, qui choisit de fixer, d'allouer un montant annuel, c'est-à-dire vous vous obligez avant le 31 décembre à dépenser cet argent que vous avez fixé. Et année après année, si vous pouvez augmenter, vous augmentez. Ça, c'est mes stratégies. Après, il faut bâtir son réseau, il faut travailler avec des professionnels. Il faut avoir des architectes professionnels, il faut avoir des notaires dans votre réseau, il faut avoir des géomètres, il faut avoir tout ça pour faciliter votre tâche. Avoir des agents immobiliers avec qui vous travaillez, même des démarcheurs. Moi, j'ai des démarcheurs dans mon réseau, mais il faut avoir aussi des agences immobilières agréées avec qui vous allez pouvoir interagir et avoir des offres intéressantes. Alors, là, tu as dit 1 milliard d'investissements. Ça, c'est à titre personnel ou c'est avec tes entreprises? À titre personnel. Alors, l'une des questions que je pose systématiquement dans ce podcast, c'est est-ce que, Yann Amon, tu te considères comme quelqu'un de riche? À l'horizon de la Côte d'Ivoire, l'échelle ivoirienne, on pourrait dire que oui. Parce que par la grâce de Dieu, quand je regarde mes revenus, mes avoirs à l'échelle ivoirienne, et on peut dire à l'échelle aussi de jeunes, parce que j'ai 37 ans, on pourrait dire qu'effectivement je suis riche. Mais quand je regarde à l'échelle internationale, quand je regarde, je pense que même, comment il s'appelle, Mark Zuckerberg est moins âgé que moi, parce que moi j'ai 37 ans. Donc quand tu regardes à l'échelle internationale, tu te rends compte que, pas encore, je disais récemment qu'en Côte d'Ivoire, on n'a pas de milliardaires en dollars ou en milliardaires en euros. Même nos aînés, Papa Billon, Papa Diagou, ils ne sont pas encore milliardaires en dollars. Officiellement. Donc, officiellement, voilà, on va dire ça comme ça, officiellement. Donc à l'échelle ivoirienne, on peut avoir l'impression que c'est beaucoup. Mais quand tu regardes à l'échelle du monde, de l'Afrique ou du monde, je ne gagne pas beaucoup. Mais si c'est parmi les Ivoiriens ou parmi les jeunes Ivoiriens, on pourrait dire que oui, je suis riche. Et après, je n'ai pas honte, je ne vole pas, je gagne mon argent sainement. Et j'assume. Et après aussi, il faut assumer, et ça, les francophones ne sont pas à l'aise avec, il faut assumer, lorsque vous gagnez de l'argent honnêtement, de le dire. Parce qu'après, il faut que les gens se rendent compte que oui, le travail paye. Donc, voilà, on travaille sérieusement, on fait du travail sérieux, donc finalement, on ne vole pas. Et par la grâce de Dieu aujourd'hui, moi, je peux dire que oui, à l'échelle ivoirienne, de jeunes entrepreneurs ivoiriens, je suis riche. Du coup, ça embraye sur la question suivante. C'est quoi la richesse pour toi? À quel moment quelqu'un peut se considérer riche? C'est beaucoup de choses. Pour moi, la richesse, elle est spirituelle, elle est financière, elle est matérielle. Moi, je suis riche de mes équipes. Beaucoup de gens ne savent pas, moi, j'ai beaucoup d'activités différentes. J'ai beaucoup d'entreprises. Officiellement, j'ai 11 entreprises en activité. Si vous n'êtes pas riche en ressources humaines, vous ne pouvez pas gérer 11 entreprises. C'est différentes activités. Je n'ai pas encore une holding qui gère tout ça. Donc, j'ai des collaborateurs magnifiques. Moi, des entreprises où je peux faire 4, 5, 6 mois sans même y aller. J'ai des reportings, j'ai des collaborateurs qui font avancer mes entreprises. Donc, je suis riche de mes hommes. J'ai une famille en bonne santé. J'ai beaucoup de possessions. Donc, je pense que je suis riche. Après aussi, il ne faut pas se cacher la face. La richesse doit être aussi matérielle. Elle doit être financière. Donc, pour moi, quelqu'un qui est riche, c'est quelqu'un qui atteint un niveau d'indépendance financière.
c'est quelqu'un qui a suffisamment de ressources humaines, ressources financières et aussi un réseau. On est riche des personnes qu'on a à sa portée, de son carnet d'adresses. Parce qu'il y a des situations où votre argent peut ne pas pouvoir faire ce qu'il faut. Par contre, un contact, une personne que vous connaissez ou qui vous connaît, ça peut être une vraie richesse. Donc, on est riche aussi de son carnet d'adresses. Moi aussi, j'ai la chance d'avoir cette richesse-là. Je trouve que c'est l'une des richesses les plus mal exploitées qui soit en Afrique. J'aime souvent prendre cet exemple. Beaucoup de jeunes qui ont des oncles, des tantes, qui sont bien placés, j'espère qu'ils écoutent bien ce que je vais dire maintenant. La pire erreur qu'ils font quand ils sont face à ces oncles et ces tantes, c'est de leur demander 10 000 francs, 20 000, 50 000. C'est-à-dire qu'ils ne comprennent pas que connaître cette personne peut m'ouvrir énormément de portes si je me mets en position d'eux. Et malheureusement, beaucoup de jeunes, mais moi c'est un inventaire que je demande aux gens de faire. Toutes les personnes que tu connais, liste-leur, poste des entreprises dans lesquelles ils sont et vois ce qu'ils peuvent faire légalement dans le cadre de leur boulot. Et bien souvent, ça va te permettre de gagner beaucoup plus que 10 000, 20 000, 30 000, Tout à fait. 30 000 francs. Et certaines personnes, j'aime beaucoup ce théorème-là qui dit, je pense que la théorie des 2 poignées ou des 3 poignées qui dit que tous les êtres humains sur la Terre, il n'y a pas plus de 3 poignées entre toi et n'importe quelle autre personne. Ça veut dire entre toi et Bill Gates, entre toi et Aliko Dangote, il n'y a jamais plus de 3 poignées. Oui, moi je crois que j'avais déjà vu 5 Voilà, ou 6. c'est ça. C'est Et on dit qu'avec les quand réseaux même, sociaux... Non, on dit avant, le théorème datait de 1961, quelque chose comme ça. Et avec les réseaux sociaux, ça a été divisé. Il y avait une étude en 2000, je crois en 2017, qui disait que avec les réseaux sociaux, avec Facebook, on était passé à moins de 3 quelque chose. Et aujourd'hui, ça a encore diminué. Ça veut dire que tu connais quelqu'un qui connaît quelqu'un qui connaît quelqu'un. Ça veut dire aujourd'hui, tu veux rencontrer le président Ouattara, tu connais quelqu'un qui connaît quelqu'un qui t'amène à lui. Qui t'amène à lui directement. Et moi, je le vis au quotidien. Il y a des personnalités que j'ai voulu rencontrer, il y a des hommes d'affaires que j'ai voulu rencontrer. Très souvent, c'est quelqu'un que je connais qui connaissait quelqu'un qui le connaissait. Et petite anecdote, une fois, je cherchais à rencontrer un de nos ministres. Je cherchais. Finalement, je suis passé par quelqu'un qui m'a présenté à quelqu'un qui me l'a emmené. Et le jour de notre rendez-vous, alors que je rentre même dans le bureau de monsieur le ministre, son assistante était une de mes ex. Ça veut dire, si je savais qu'elle travaillait pour lui, vous savez, au lieu de 3 mains, j'étais même à une main directe de lui. Donc, pour dire que c'est vrai. Ça dépend de la nature de vos relations. C'est ça. Il faut conserver les relations. C'est une richesse, les relations. Ouais, très, très clairement. Yann, je veux embrayer avec toi sur une thématique parce que tu es jeune, tu es ivoirien et tu es sur les réseaux. La Côte d'Ivoire souffre d'une très mauvaise image sur les réseaux pour ce qui est du côté entrepreneurial. Et mettons le chauvinisme à côté. Tu voyages beaucoup, tu vois un peu comment ça se passe ailleurs. Est-ce que tu penses que la jeunesse ivoirienne... comment tu vois la jeunesse ivoirienne aujourd'hui par rapport à l'entrepreneuriat? Et est-ce que tu vois ailleurs? Je pense que ça commence à bien se dessiner. Je pense que pas seulement la jeunesse ivoirienne, mais la jeunesse africaine francophone avait beaucoup de soucis et beaucoup de retard. Parce qu'il faut avouer aussi qu'on a hérité beaucoup de choses de la francophonie. Par exemple, la culture du business, le mindset même du business, c'est beaucoup plus anglophone que francophone. Ça, il faut l'avouer. Et lorsque vous vous rendez compte de ça, il y a une grande différence entre les pays africains anglophones et les pays africains francophones. Donc la Côte d'Ivoire fait partie les problématiques qu'on retrouve en Côte d'Ivoire. Je les ai retrouvées aussi un peu au Burkina, au Sénégal, au Togo, au Bénin. Et partant de là, depuis quelques années, je me rends compte que dans l'écosystème, il y a beaucoup de choses qui changent. Et on le doit aussi aux créateurs de contenu comme toi. Le travail fantastique que tu fais avec Investir au pays a impacté, même avant même que tu sois installé comme ça en Côte d'Ivoire, beaucoup de jeunes Ivoiriens. Donc moi, aujourd'hui, je me rends compte que les jeunes Ivoiriens commencent à faire des choses extraordinaires. S'il y a quelque chose que je leur reprocherais, c'est le fait peut-être que beaucoup, pour le moment, tiennent trop à leur toute petite entreprise, à leur tout petit business, c'est-à-dire mon entreprise, ma petite entreprise. Et je pense que la prochaine étape qui va vraiment permettre aux jeunes entrepreneurs d'exploser, c'est lorsqu'ils vont peut-être passer au niveau où on commence à accepter d'ouvrir son capital, pas n'importe qui, bien sûr. On commence à travailler beaucoup plus en réseau et il faut féliciter. Il y a quelques-uns qui commencent à faire ces choses. Moi, il y a beaucoup de jeunes entrepreneurs qui viennent vers moi parce que moi, j'investis beaucoup, j'accompagne beaucoup de jeunes entrepreneurs. Et très souvent, quand ils ont des business très intéressants, je dis par exemple, voilà, est-ce que tu ne cherches pas des actionnaires? La plupart vont te dire, non, pour le moment, je veux rester. Et je pense, j'ai déjà entendu des auteurs qui disent, vaut mieux avoir 1%
Bien sûr. d'1 milliard Bien sûr. que d'avoir 100% de 1 francs. million Même de ou 10 de 10 000.000. Donc, je pense que c'est ce petit truc-là. Si on réussit à changer, le reste des choses, ça va venir naturellement. Oui, c'est vrai que c'est un côté. Je crois que c'est peut-être aussi dû à la culture. C'est culturel comme ça. N'oublie pas qu'on est d'une culture. On vient de cultures dans lesquelles les gens cachent beaucoup. C'est ça. Et donc, partager son truc. Le pire, c'est qu'il ferme des entreprises qui ne sont même pas encore prospères. En fait, c'est ça le truc, c'est que gagne même déjà beaucoup d'argent et dit que non, je ne veux pas. Mais là, tu es en train de fermer une idée, en fait, parce que tu ne gagnes même pas encore d'argent. Je comprends totalement le point que tu veux aborder par rapport à ça. Donc, je récapitule pour ce qu'on s'est dit jusqu'à présent. Quelqu'un qui est salarié et qui veut faire du business dans l'immobilier, l'une des stratégies qu'il peut adopter, donc, c'est de pouvoir, dans son épargne, prendre une partie qu'il, entre guillemets, sacrifie tous les ans en se disant, cette partie-là, ça peut être 1 million, 2 millions, 3 millions, je le mets dans l'immobilier et je commence par acheter des terrains. En réalité, c'est valable partout, même pas qu'en Côte d'Ivoire. Tout à fait. On peut appliquer ça à peu près partout. C'est ça. Et ça me permet donc d'aborder le deuxième volet de notre discussion, l'épargne. Est-ce que tu te considères comme un grand épargnant? Pas comme un grand épargnant, mais j'ai compris l'importance de l'épargne il y a quelques années. Et j'ai eu une situation où, alors que j'avais commencé à me discipliner, je me suis retrouvé face à une opportunité où il fallait que je donne, je ne sais plus, il fallait investir, je ne sais plus, j'ai plus trop les montants, si c'était 8 millions ou 10 millions, pour un business qui pouvait me donner un retour sur investissement très intéressant. J'aurais pu gagner à terme, entre 6 mois et 12 mois, à peu près 3 fois plus. Et ce jour-là, lorsque je suis allé checker mon épargne, j'avais pratiquement la somme qu'il fallait investir en épargne. C'est pour cela. Sinon, avant ça, je n'épargnais pratiquement pas. J'écoutais les enseignements, j'écoutais les vidéos, mais je n'arrivais pas à me discipliner. Et lorsque je suis retrouvé face à cette situation où mon épargne m'a permis d'investir de l'argent, je me suis dit, attention, il faut que j'ai une discipline d'épargne. Après, le concept, est-ce qu'il faut mettre 10%, 15%, 20%? J'avoue que franchement, moi, je ne le fais pas. À titre d'exemple, en début d'année, je m'étais dit, j'avais même échangé avec ma gestionnaire. Je m'étais dit, l'année passée, j'avais une sorte de DAT. Donc, j'ai compris que ce n'était vraiment pas utile. Je lui ai dit que je vais utiliser le numéro de compte, ce numéro de compte-là pour épargner. Et j'avais fixé les montants que j'allais épargner chaque mois. Je ne sais même plus combien j'avais dit. Est-ce que ce n'était pas 10 millions, 12 millions? Je ne me rappelle plus. J'ai fait premier mois, 2 mois, troisième mois. Arrivé un moment, je me suis dit, attends, toutes les opportunités que j'avais, et j'ai commencé à tout mélanger, tout mon principe d'épargne. Donc, je ne respecte pas. Donc, je ne pourrais pas dire que je suis un épargnant qui respecte. Je suis un très mauvais épargnant. Par contre, j'ai de l'épargne. Parce que souvent, sur certains business que je fais, je mets vraiment une partie que je garde. Mais la plupart du temps, mon épargne n'est pas une épargne longue ou une épargne bloquée. Je n'ai pas cette discipline. Très souvent, je l'utilise quand j'ai une opportunité, mais je laisse toujours une sorte de petite marge, en quelque sorte, je peux dire même d'imprévu. Donc, je n'ai pas une bonne épargne, donc je ne pourrais pas me positionner comme quelqu'un qui épargne. Par contre, c'est très important d'épargner. En gros, ton argent circule en fait. Mon argent circule trop vite. Ouais. Mais surtout dans le domaine de l'immobilier, il y a toujours quelqu'un qui vend. C'est ça. Et donc pour lequel il faut se positionner. Donc je ne suis pas trop un bon modèle ou je n'ai pas un bon modèle à appliquer. Par contre, je fais partie des gens qui ont réalisé en fait l'importance d'avoir de l'épargne. Alors moi j'ai une stratégie différente de la tienne dans l'immobilier, dans le foncier. Tu me diras ce que tu en penses. Moi je n'achète pas les terrains moins chers. Okay. C'est-à-dire que moi, ma stratégie, c'est je pars du principe qu'un terrain en zone 4 va toujours prendre plus vite, beaucoup plus de valeur qu'un terrain à durabilité. Ça, c'est toujours. Vrai. Ça, c'est vrai. Donc, si j'ai les moyens, je préfère acheter 500 mètres carrés en zone 4 plutôt que 10 hectares à durabilité. Okay. Premier principe, je pars de ce principe-là. Je pars du principe que les gens qui ont de l'argent, quand ils veulent acheter, viendront en zone 4 et pas à durabilité. Tout à fait. Donc, du coup, je préfère me positionner je peux me mettre dans la place de quelqu'un qui est prêt à faire une folie. Et je pars du principe que quelqu'un est prêt à faire une folie pour avoir son immeuble en zone 4 plutôt que d'avoir 10 hectares à durabilité. C'est une vérité. Donc, moi, ma stratégie, c'est celle-là. C'est plutôt je veux acheter pas beaucoup de terrains, 2-3 par an, mais des terrains qui valent vraiment cher. Un terrain dans lequel tu vas le mettre à 100 000, 200, 300 000. Mais derrière, je sais que j'ai un vrai asset. Demain, il suffit que je dise que je le mets en vente pour avoir des gens qui vont tout de suite surenchérir dessus. Mais le deuxième élément que j'associe à ça, c'est que je n'achète jamais un terrain au prix du marché. Okay. Jamais. Moi, j'achète toujours mes terrains chez les gens qui ont des problèmes. Ça c'est une de mes règles. Les gens trouvent que c'est méchant. Je ne sais pas ce que tu en penses, mais pour moi, c'est le game. Je n'achète pas de terrain chez quelqu'un qui n'a pas un problème. Parce que je pars du principe que quand quelqu'un a le temps, il a la patience,
tu vas pas faire un bon deal. C'est clair. Moi, mes meilleurs deals, ça a été des terrains de personnes qui voulaient faire un enterrement, quelqu'un qui voulait envoyer son enfant au Canada. Ou qui veut aller se soigner en urgence. Qui veut aller se soigner en urgence, tout à fait, ce genre de choses. Qu'est-ce que tu penses de ces deux stratégies? Alors vraiment sur le deuxième point, le deuxième principe, il est très 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 intéressant. D'ailleurs, c'est vraiment là qu'on fait des bonnes affaires. Les gens peut-être peuvent penser que c'est méchant, mais la vérité, c'est que c'est le game. Moi, par exemple, récemment, je pense il y a à peu près 1 mois et demi, il y a justement une dame qui m'a contacté. Elle avait besoin de faire partie, je crois, son père ou sa mère, évacuation d'urgence. Et elle vendait 3 terrains placés pieds dans l'eau, qui ont une valeur à peu près de 30 millions, 30 millions, 30 millions. Elle était tellement coincée, elle voulait les vendre à 18 millions. Et j'ai sauté sur l'opportunité. Et la chose encore plus intéressante, c'est qu'elle était tellement coincée, je n'ai pas payé cash. Donc, elle a accepté que je lui donne 18 millions. Je crois que ils m'ont donné l'information un vendredi soir et vous avez besoin de l'argent le samedi matin. Donc, je lui ai dit, moi, je n'ai pas assez, je peux te donner telle somme le samedi. Donc, j'ai donné l'argent le samedi. Le mercredi qui suit, ils m'ont appelé. Je leur ai dit d'attendre, je ne suis pas assez cash en fin de semaine. Le vendredi, je leur ai donné. Et pratiquement la semaine qui a suivi, j'ai payé. Des terrains qui peuvent être vendus facilement, sans grande difficulté, à 30 millions, 30 millions, 30 millions. Donc, l'opportunité, c'était quoi? Elle était coincée, elle avait besoin d'argent pour son évacuation sanitaire. Donc, ça arrive et c'est là qu'on fait souvent des bonnes offres. Donc, je ne pense pas que ce soit méchant parce que finalement, on lui rend service. Parce que l'information qui est venue à mon oreille, c'est qu'elle vendait ça à tel prix parce qu'elle était coincée. Pour le deuxième principe, là aussi, je partage ton avis, mais j'aurais fait en fait des calculs. C'est-à-dire, moi, j'aurais cherché à savoir quelle est la marge que je fais sur les gros terrains ou quelle est la marge que je peux faire sur les petits terrains. Moi, lorsque j'étais en plein... Quand tu dis gros terrains, tu veux dire les terrains qui sont chers? Les terrains qui sont très chers, voilà, okay. Très chers. Moi, il y a quelques années, j'ai fait à peu près 1 an de terrain. On a fait des enquêtes terrain, on s'est approché des Ivoiriens, on a écouté et on s'est rendu compte que là où il y avait le plus d'argent ou la plus grande demande, c'était sur un certain positionnement. C'est-à-dire que les gens avaient un certain budget. Ça veut dire... Les gens qui achètent les 500 millions, 1 milliard, il y en a, mais ce n'est pas les plus nombreux. Donc, les plus nombreux, ils sont plutôt sur un certain positionnement. Donc, la question que j'allais me poser, est-ce que sur le terrain que j'achète à 100 millions, prenons un exemple, en zone 4, même si c'est impossible d'en avoir en zone 4, je le revends à combien? Est-ce que je peux le revendre à 200, faire un x2? Est-ce que je peux le revendre à 250 millions, faire un 2,5? Est-ce que je peux le revendre à 300 millions? Et l'autre question, c'est de me poser, est-ce que sur les autres petits terrains que j'achète peut-être à 1 million, à 2 millions ou à 3 millions, je peux faire des x2, des x3, des x4? Et moi, il y a un exemple aussi que je vais te donner. Ça m'est arrivé en décembre passé. Et c'est même à partir de là que moi, j'ai commencé à jouer au jeu du court terme. Parce que moi, jusqu'en décembre de l'année passée, je ne jouais pas au jeu du court terme. Je jouais qu'au jeu du long terme. J'achetais et je ne revendais jamais. Et il y a un de mes filleuls, je peux l'appeler comme ça, qui est venu vers moi pour me dire qu'il y a un aménageur foncier qui a besoin urgemment de 10 millions de francs CFA. On était en pleine dans les fêtes. Je crois que je revenais de vacances avec ma famille. Je pense qu'on était le 30 décembre ou le 31 décembre. En fête de fin d'année, il avait besoin de 10 millions de francs CFA. Et il me disait, il était prêt à donner, je crois, 12 lots en contrepartie de l'argent qu'on lui aurait donné. Donc moi, j'ai envoyé un de mes collaborateurs pour aller savoir à peu près, faire les vérifications dans les chefferies, sur la documentation et surtout, quelle est la valeur des terrains. Parce qu'il m'a dit que dans la zone, les gens vendaient les terrains à 2 millions, 3 millions. Donc, mon collaborateur est venu, il m'a confirmé qu'on pouvait les vendre facilement à 2 millions, 2 millions 5. Donc là, je me suis mis dans la position de l'investisseur. Lorsqu'on est dans la position d'agents commerciaux, on vend pour quelqu'un, il ne nous donne que 10%. On vend un terrain à 1 million, on a maximum, c'est plafonné à 10%. Par contre, en tant qu'investisseur, je peux acheter et décider de revendre 2 mois, 3 mois après. Et sur ce petit dossier, les 12 terrains, j'ai décidé d'en garder 2 et j'ai décidé de revendre les 10 autres. Et mieux, l'argent n'est même pas sorti de ma poche pour donner les 10 millions à l'aménageur. J'ai demandé à mon équipe de faire une offre express. Donc, en 1 heure, 2 heures, il y avait déjà des créas. On a lancé l'offre. On a dit, je crois, 3 ou 4 terrains disponibles à Yamoussoukro. Et c'est l'argent des premières personnes qui ont payé qu'on a pris pour donner l'argent au promoteur. 2 ou 3 jours après, on a soldé pour dire qu'au final, avec même de l'intelligence financière dans l'immobilier, tu peux même profiter des offres sans avoir forcément l'argent. Je prends un exemple très simple. Tu as une opportunité, on vient te proposer un terrain à Djorobité avec peut-être un ACD, soyons fous, même si ce n'est pas possible. La personne le vend à 5 millions de francs CFA. La valeur d'un terrain à Djorobité, c'est 25 millions. Et toi, cette information vient à toi. Tu n'as pas besoin d'avoir 5 millions. Tu dis, je prends, j'achète. Tu pars rentrer dans tout ton réseau. Tu fais des statuts WhatsApp, Facebook,
Je cède un terrain à Djorobité, j'ai fait les vérifications, je le vends à 10 millions ou à 12 millions. Quelqu'un vient et dit j'achète. Il a 12 millions. Le bonhomme a besoin de 5 millions de francs CFA. Est-ce que tu as commis un crime? Non, parce que ça me rappelle un deal qui est raconté dans Père riche, Père pauvre. Tu te rappelles? C'est ça. Là où il dit qu'il avait eu une transaction justement immobilière, comme ça, il avait eu un très bon deal. Il a bloqué le deal. Il est allé voir quelqu'un qui lui a payé combien de millions en plus. C'est ça. Ça peut se faire en fait. Donc en général, ta stratégie, elle est bonne. Mais moi, la question que je me poserais derrière, c'est je fais un fois combien? Oui. Parce que moi, j'ai des dossiers où j'ai des zones en ce moment où on fait facilement des fois 2. Et peut-être même pour te choquer, il y a des zones sur lesquelles on fait des fois 3. Donc après, est-ce que je vais facilement vendre le terrain que j'achète à 300 millions, à 500 millions? Ça peut être oui. Mais si je fais un calcul, je me rends compte qu'avec les 300 millions, je vais acheter peut-être beaucoup de terrains de 1 million, 1 million, 1 million, 1 million pour 300 que je vais pouvoir revendre dans 6 mois ou dans 1 an avec un x2 ou un x3, mon cœur aura tendance à partir sur le... Je fais un fois combien? Tout à fait. Tu vas gagner plus, mais n'oublie pas que ta pénibilité va être beaucoup plus grande. Et tu beaucoup plus grande. Beaucoup plus. Moi, ma seule chance... Tu as une équipe. J'ai une équipe, en fait. Donc, peut-être que toi, dans ton raisonnement, tu vas te dire, moi, je suis beaucoup plus en mode construction, je n'ai pas une force de vente, alors que moi, j'ai une force de vente qui me permet même d'évacuer. Je pense que nous, par mois, en moyenne, on fait entre 50 et 100 transactions. Vente. Je pense qu'en Côte d'Ivoire, pas les promoteurs immobiliers qui ont des grosses promotions, qui font des grosses campagnes. Je ne pense pas qu'il y ait une agence immobilière en Côte d'Ivoire qui vende autant que nous. Et ça, c'est grâce à Internet? En partie. En partie? Et le reste vient d'où? On va dire le réseau, parce que nous, on a un grand réseau, par exemple, de... ça, c'est des innovations qu'on a ajoutées dans le Yann Amon Business Club. On peut dire, en fait, si vous voulez, des apporteurs d'affaires. Ça veut dire, moi, aujourd'hui, j'ai un réseau de 500 personnes. C'est-à-dire, si tout de suite, j'ai une offre, j'ai 500 démarcheurs ou agents immobiliers potentiels qui vont la commercialiser en temps réel. On est dans un groupe WhatsApp, 500 personnes informées par SMS, c'est rapide. Super. Très intéressant. Du coup, ça m'amène à te poser une autre question. C'est super intéressant. Internet, comment Internet joue dans ton game? Comment ça t'aide? Parce que les gens ne s'en rendent pas compte. On voit Yann qui a Internet, qui est sur Internet et qui parle. Mais ils ne se rendent pas compte à quel point Internet peut être un levier très puissant pour ton business. Très intéressant. Je vais prendre un exemple très simple qui m'a moi-même édifié. Un soir, il y a une de mes connaissances qui me contacte pour dire qu'ils ont des terrains à San Pedro. Il était 20 heures à peu près lorsqu'il me contacte. Il me dit qu'il a des terrains à San Pedro. Je pense qu'il y en avait 10. Et il me dit, si tu vends, je te donne un terrain. C'est-à-dire, j'ai ma commission en tant que mon agence, mais pour me motiver, il me dit, je te donne un terrain. Et j'ai fait un calcul simple. Je me suis dit, si je mets ça sur Facebook, je ne vais pas dormir cette nuit. Je vais juste utiliser mon WhatsApp. Donc, je lui dis, marché conclu, il m'envoie tous les documents, on signe un protocole d'accord, et je fais un statut WhatsApp. Et je sais qu'il ne croyait pas, en fait. Je lui ai dit, on va boucler ça d'ici demain. Je suis sûr que s'il écoute la vidéo, il va sourire. Je suis sûr que lui-même, ce jour-là, il ne pensait pas que de 20h au lendemain, 6h, on pouvait vendre 10 terrains. J'ai fait un statut sur WhatsApp. Première réponse, c'est situé où? Il y a quelle documentation? Ça m'intéresse. Je dis, OK, voilà le contact du promoteur, vous le contactez demain. Et chaque fois, je faisais un screenshot et je lui envoyais. Premier. Deuxième, il pensait peut-être que c'était des gens qui s'amusaient. Quelqu'un a fait le premier virement sur EcoBank la même nuit. Le lendemain, il a dû prendre un billet d'avion de San Pedro pour venir à Abidjan pour remettre les documents des personnes. On a vendu tous les terrains sur WhatsApp. Pourquoi je donne cet exemple? Parce que j'étais conscient que si je mettais même sur Facebook, je n'allais pas pouvoir dormir. Les gens ne réalisent pas à quel point c'est important aujourd'hui les réseaux sociaux. Et moi aujourd'hui, j'ai un numéro personnel, mais la plupart des personnes, souvent même je donne mon numéro de téléphone, je n'ai pas de souci avec ça. Moi, si je fais un statut sur WhatsApp, c'est 1000 vues. 1000 vues, c'est potentiellement de la transaction. Sur Facebook, j'ai 306 000 abonnés. Donc, imagine même si 10% ou même 1% des 306 000 est intéressé par l'offre. Donc, en termes de conversion, c'est un truc de fou. Je pense que si moi, je n'étais pas sur les réseaux sociaux, je n'avais pas la communauté. Après aussi, en plus de la grosse communauté, il faut de la communauté qualifiée. Et après aussi, il faut toi-même développer une certaine sorte de crédibilité. Donc moi, je pense qu'au-delà du grand nombre de personnes qui me suivent, les gens savent que je suis quelqu'un de crédible, de sérieux, ce qui fait que nous, lorsqu'on fait une offre, moi, très souvent, mes commerciaux,
ils me demandent pardon de ne jamais mettre leur numéro de téléphone sur les publications. Parce que si tu fais une publication express, à chacun son terrain disponible à Assigny ou terrain disponible à Bingerville avec ACD, 7,5 millions, et puis je mets ton numéro de téléphone, mais tu ne vas pas dormir en fait. Tu vas recevoir des appels, des messages, des WhatsApp. Pour dire que les gens ne réalisent pas, mais Internet, c'est un truc de fou. Je pense que s'il n'y avait pas Internet, les 50-100 transactions qu'on fait par mois, on le ferait peut-être beaucoup plus difficilement ou en dépensant trop d'énergie et trop d'argent en publicité. Mais aujourd'hui, nous, on ne sponsorise pratiquement pas. Donc, du coup, dans le naturel, on fait des ventes de fous. C'est-à-dire, souvent, on met des formulaires. En un soir, on peut avoir 200, 300 personnes qui remplissent le formulaire. Donc, du coup, nos équipes commerciaux, ils ont de la matière. Donc, si tu as 200 personnes à appeler par jour, même si ton taux de conversion est de 10%, tu fais 20 transactions. Donc, Internet, c'est un levier incroyable et les gens ne le réalisent pas assez. Toi, dans ton business, on voit beaucoup ce que Internet permet de faire comme business. Ce que les gens ne voient pas, c'est les opportunités qui viennent à toi. Je le dis parce que je suis créateur de contenu. C'est ça. Et à ton niveau, est-ce que tu as des anecdotes ou des histoires où tu as reçu des offres de personnes qui ne te connaissaient pas du tout et qui étaient juste exceptionnelles? Tout le temps. Je vais même aller au-delà. Une personne, une fois, qui m'a permis de boucler une transaction. Il y a une dame qui voulait me confier son immeuble. Donc, on était allé pour faire le repérage. Donc, elle ne me connaissait pas. Elle est venue à notre agence et tout. Et le jour où on est parti faire le repérage, pendant qu'on marchait, on tournait et tout, une personne vient, il s'arrête. C'est monsieur Yann Amon. Oui. Oh, je vous suis sur les réseaux, j'aime ce que vous faites. Donc, elle n'a pas vraiment compris parce que ce n'est pas une dame qui est sur les réseaux. Donc, la personne demande, est-ce que je peux avoir votre carte? Je dis, je donne. 3 personnes en l'espace de 30 minutes. Elle a dû se demander, mais attends. C'est qui ce monsieur? C'est qui ce monsieur? Donc, cette femme, je sais qu'elle a été beaucoup plus disposée à me confier son bien parce qu'elle s'est dit, attends, c'est quelqu'un qui est connu, qui est assez sérieux. Mais à côté de ça, le nombre d'opportunités de transactions qui nous vient en inbox, le nombre de personnes. Moi, une fois, il y a une grande personnalité de ce pays. J'ai reçu un message en inbox. Bonjour, c'est monsieur Tan. Voici mon numéro de téléphone, appelez-moi. Je pensais que c'était un arnaqueur. Je dis, attends, ça pas lui, ça peut pas être ce monsieur Tan. Donc, je passe sur le profil, je vois le nombre d'abonnés, je vois les publications. Je dis, attends, on dirait que c'est monsieur Tan. Donc, je lance le numéro, c'est sa voix, c'est lui. Il dit, je suis tombé comme ça sur une de tes vidéos. J'ai écouté, j'ai parcouru ta page. Franchement, tu fais un travail. Je m'apprêtais à lancer tel truc dans ma région pour accompagner les jeunes entrepreneurs. Fais tout, si tu es disponible, passe à mon bureau, je veux qu'on ait un échange. Et voilà comment j'ai été connecté à ce monsieur Tan. Pour dire à quel point Internet, ça peut aller au-delà même de tes prévisions, de ton ciblage. Parce que quand tu postes une vidéo, tu ne peux même pas savoir qui va voir ou qui ne va pas voir. Donc moi, par moi, je suis entré dans des endroits où des personnes auxquelles je ne m'attendais pas avaient déjà été exposées à mes contenus. Donc franchement, après, il y a des haters, il y a le revers de la médaille. C'est un couteau à double tranchant. Mais en termes d'avantages, moi, je suis quelqu'un de très réservé, qui n'aime pas du tout parler. Mais derrière, quand je regarde par rapport aux opportunités et ce que ça apporte, je pense que si c'était à refaire, j'accepterais toujours d'utiliser Internet. Comment tu vis et comment ta famille, parce qu'on ne se rend pas compte, mais on a une famille qui voit et qui lit ce qu'on dit de nous. Comment tu vis les haters? Les gens qui ne te connaissent pas, qui n'ont jamais acheté chez toi. C'est ça. Et qui vont dire oui, c'est un arnaqueur. C'est ça. Comment tu vis ça? Moi, franchement, je le vis. Au début, ça me touchait. J'avais même envie de répondre. À un moment, c'est devenu... Par contre, par exemple, moi, ma mère, elle est tout le temps sur ma page. Si quelqu'un, elle voit. Donc, elle, ça lui fait de la peine. Mais moi, aujourd'hui, ça ne me fait rien. Et je me souviens, à l'époque, mon père, une fois, m'a posé la question. Il est décédé, ça fait plus d'1 an et demi. Il m'a posé la question. Parce que moi, je gagnais de l'argent dans l'immobilier. Je lui ai dit, moi, je gagne de l'argent, ça fait longtemps quand même. Donc, quand j'ai commencé à être sur les réseaux sociaux, il m'a posé la question. Pourquoi est-ce que tu fais ça, en fait? Pourquoi tu veux pas être d'une vie tranquille? Tu vas gagner ton argent tranquillement. Pourquoi aller t'exposer, te livrer à des gens qui vont dire des choses, des gens qui vont dire des méchancetés? Surtout lorsque j'ai commencé à faire un peu de la création de contenu, j'ai commencé à faire des conférences, j'ai écrit un livre. Tu te retrouves catalogué. Il y a des gens qui pensaient que j'étais coach. Il fallait chaque fois que je dis non, je ne suis pas coach, je ne suis pas coach. Donc, mon père me demandait pourquoi. Il ne comprenait pas. Et moi, je me suis dit, c'était important pour moi, non seulement parce que je voulais créer une communauté, mais derrière, pour moi, je voulais partager le peu que je savais ou que j'avais. Parce que lorsque moi, je démarrais, à mon époque, il n'y avait pas ce type de référence, ce type de contenu qui aurait pu nous aider. Donc moi, l'une des choses que j'ai voulu apporter quand moi j'ai commencé, c'était ce type de contenu adapté. Donc moi, le premier prix à l'international que j'ai gagné,
je ne l'ai pas gagné dans le domaine de l'immobilier ou dans le domaine où je gagne de l'argent. Je l'ai gagné dans le domaine où, parce que parmi mes entreprises, j'ai une entreprise qui s'appelle Wikanda Academy, où on fait de l'accompagnement des jeunes entrepreneurs, de la création du contenu, on organise des conférences, on fait des incubateurs, de l'accélération de start-up et de jeunes entrepreneurs. Mon premier prix à l'international que j'ai gagné à Kigali, je l'ai gagné en tant que directeur de Wikanda Academy. Je n'ai pas gagné de prix à ce jour en tant que dans l'immobilier ou en tant que dans le foncier, mais j'ai gagné un prix par ma présence sur Internet et par les contenus que j'ai créés. Donc, quelque part, je me suis dit que c'est quelque chose que je devais faire, c'est quelque chose qui a son importance. Moi, aujourd'hui, je le vis très bien. Ça veut dire si aujourd'hui, on vient dire que je suis un arnaqueur, je suis un voleur, moi, ça ne me dérange pas. Les gens m'ont dit non, qu'est-ce qu'il raconte? Il se raconte, c'est pas flotte. Comment c'est quoi? Pas flotteur. Voilà. Moi, je suis trop à l'aise avec ça. Aujourd'hui, il faut qu'on soit présent parce que en termes de création de contenu, la bêtise a trop une grande place. Donc, on ne peut pas démissionner. Justement, comment tu analyses, toi, en tant que créateur de contenu, quelle est ta vision d'Internet aujourd'hui en Côte d'Ivoire? J'ai l'impression qu'il y a très peu de créateurs de contenu sérieux, très, très peu. Tout à fait. Et beaucoup d'amuseurs, beaucoup de blagueurs, beaucoup d'insultes, ainsi de suite. L'amusement, c'est normal. Il faut qu'on se divertisse, c'est normal. Mais arrivé à un certain moment, il ne faut pas qu'il n'y ait que ça. Moi, lorsque j'ai commencé à l'époque à faire des contenus, comme je dis, je suis quelqu'un de très réservé. Moi, chaque fois que je dois faire une vidéo, c'est l'horreur pour moi. Et je me souviens à l'époque, j'étais tombé sur des contenus à toi, j'étais tombé sur des contenus de la Startup Academy, Claudel Noubissier, et je ne voyais pas de contenu fait par des Ivoiriens en Côte d'Ivoire. Quand moi, j'ai commencé à faire mes premiers contenus, il n'y en avait pas. Le seul qui faisait des conférences, c'était Vincent Cadio, un de mes aînés, mais lui, sa cible, c'était beaucoup plus pour les salariés, comment faire des CV, tout ça. Ce n'était pas la même chose, mais pour les entrepreneurs, il n'y avait pas. Lorsque moi, j'ai décidé de créer des contenus en 2014-2015. Donc, j'ai décidé comme ça de payer le prix. Et à l'époque, moi, j'étais beaucoup plus sur des conférences et c'est quelques extraits qu'on diffusait sur les réseaux sociaux. Et c'est les quelques extraits diffusés sur les réseaux sociaux qui m'ont permis d'avoir, on va dire, beaucoup d'interactions, beaucoup de gens qui commençaient à me connaître. Et pourquoi moi j'ai arrêté? C'est que les gens ont fini par penser que moi j'étais coach. Moi, je ne fais plus de contenu. Ma dernière conférence, elle remonte il y a très longtemps. Moi, j'ai arrêté. Je ne fais même pas de podcast, tout ça. J'ai arrêté parce que je me suis rendu compte que dans ma ligne éditoriale, je n'avais pas suffisamment mis en avant le fait que j'étais quelqu'un qui faisait des affaires dans le domaine de l'immobilier, un business angel, et les gens finissaient par m'assimiler à un coach qu'à un coach. Et ça, je ne voulais pas. Ce n'était pas ça que je voulais. Donc, j'ai arrêté carrément. Et là, je suis en train de travailler sur ma nouvelle ligne éditoriale, uniquement business, uniquement immobilier. Et si on doit faire même des émissions, ce sera beaucoup plus business, parce que je veux me détacher. Parce qu'à la base, je ne suis pas un coach. Voilà. J'ai écrit un livre, je suis un conférencier. Je ne sais pas coacher, je ne suis pas un coach. Donc, pour dire qu'aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, quand moi, je me suis retiré il y a 2 ans, c'est parce que je me suis rendu compte que justement, il y avait, à mon avis, un peu plus de créateurs de contenu. Des coachs qui font un travail excellent, coach Zédou, Cédric Josué, c'était même de mes filleuls, Tatiana Assi. Donc, il a commencé à avoir en Côte d'Ivoire depuis 2-3 ans suffisamment, je ne vais pas dire suffisamment, mais de plus de contenu. Donc, moi, je me suis retiré. Et aujourd'hui, ce que moi, j'essaie de faire, c'est de faire la promotion de ces personnes qui essaient d'apporter du contenu pour ne pas qu'on ait que du divertissement, qu'on ait aussi du contenu éducationnel ou du contenu inspirationnel. Parce que ça, c'est intéressant. Et je te salue parce qu'aujourd'hui, investir au pays permet vraiment qu'on ait ces trucs en plus. Donc, nous sommes des grands consommateurs. Et c'est qu'il n'y a pas que moi, il y a beaucoup de personnes en Côte d'Ivoire. Je ne sais pas quelle est la proportion de tes abonnés qui viennent de la Côte d'Ivoire, mais je sais que beaucoup de gens dans mon environnement direct... C'est le numéro 1. Voilà. Donc, tu fais vraiment partie des personnes qui font... Mais il en faut encore un peu plus. Et Dieu merci, toi, tu fais beaucoup de contenu. Parce qu'il y a des créateurs de contenu, mais qui ne font pas beaucoup de contenu. Ouais. Donc, vraiment, je te tire le chapeau. Et puis, peut-être que moi, l'année prochaine, je vais peut-être faire un peu plus de contenu, mais ce sera plus côté immobilier, construction, et puis côté agriculture, élevage. Parce que je sens de plus en plus qu'il faut donner envie aux jeunes Ivoiriens de retourner un peu à la terre ou de s'intéresser un peu à tout ce qui est terre. Donc, mes prochains contenus seront soit des contenus inspirationnels, centrés sur des success stories, ou carrément terrain, où on va pouvoir montrer ce qu'on fait dans le domaine de l'agriculture. Parce que moi, dans le domaine de l'agriculture, je suis en train de faire des choses quand même assez grandes. Alors, ça m'amène à un autre volet de notre échange. Comment tu réinvestis ton argent que tu gagnes? Déjà, pour qu'on parle de réinvestir, parlons peut-être déjà de ton patrimoine. Okay. Aujourd'hui, tu es dans le foncier, l'immobilier depuis
Combien d'années à peu près? Et qu'est-ce que tu t'es bâti comme patrimoine pendant cette période? Par la grâce de Dieu, je pense qu'aujourd'hui, en termes de patrimoine foncier ou immobilier, parce que mon patrimoine est composé de, on va dire, de maisons que je construis ou que j'ai construit, de maisons que j'ai achetées, d'appartements que j'ai achetés, des terrains urbains avec ACD, documentation, CPF, titre foncier, et des documents aussi, des terrains aussi, on va dire, un peu plus pour les fermes, très, très, très reculés. Je pense que mon patrimoine, j'ai dépassé le 1 milliard dans le patrimoine. Mon patrimoine doit être autour de 2 milliards. En termes, peut-être pas 2 milliards, mais j'ai dépassé le milliard en termes de valorisation de mon patrimoine. Quand je compte les maisons que j'ai construites, qui sont déjà construites, qui sont en cours de construction, celles que j'ai achetées, les appartements que j'ai achetés, les terrains. Donc je suis... Là, on parle des appartements personnels. Oui, personnel. Pas de l'entreprise. Pas de l'entreprise. Mon patrimoine personnel à mon nom. J'ai dépassé le milliard. Je suis dans le milliard 4. Je suis en train d'aller vers le 2 milliards de patrimoine. Wow, exceptionnel. En à peine 7 ans. Oui, à peu près. Et c'est un patrimoine que tu comptes exploser puisque tu es dans ta logique de x5, c'est ça. x2. Exactement. Exactement. x2, x5. C'est ça, x2, x5. Donc, normalement, pour l'année prochaine, je vais essayer, selon ce que je gagne, d'avoir à peu près 5 milliards en investissement immobilier. Ça ne sera pas facile, je ne sais pas comment je vais faire. Cette année, je ne comptais pas faire 1 milliard. Je pense que j'étais autour de 500, mais finalement, j'ai fait 1. Donc, pour l'année prochaine, j'essaye de fixer 5. Si Dieu fait grâce, je le ferai. Si je dépasse, pourquoi pas. Exceptionnel. En tout cas, on te souhaite d'exploser tous les chiffres et tous les compteurs. Ça fait plaisir. Merci. D'autant plus que malheureusement, beaucoup de gens sont très complexés par rapport à l'argent. L'une des raisons pour lesquelles j'ai fait ce média, pour lesquelles je parle d'argent sans complexe, c'est parce que c'est pour démystifier l'idée selon laquelle quand quelqu'un réussit en Afrique, c'est parce qu'il a volé, il a triché, il a couché, ou alors il est dans la politique. Ou il vend des choses obscures, ou bien voilà. Un truc comme ça. Un truc comme ça. Il faut que les gens qui gagnent de l'argent proprement en parlent pour montrer aux gens que en fait, ça se fait, c'est possible. Et c'est une bonne chose. Comment tu vis justement ton succès? Est-ce que tu as le sentiment que ça gêne autour de toi? Ou alors tu penses que les gens sont à l'aise? Je ne montre même pas autour de moi que j'ai du succès. Après, je suis à l'aise d'en parler parce que quand je galérais aussi, je n'avais pas honte de dire que je galérais. Après, je ne suis pas quelqu'un qui vit au-dessus de ses moyens. Et puis, ça vient à peine d'arriver. Je veux dire, je ne suis pas un milliardaire, ça fait 3 ans, 4 ans, 5 ans. Moi, c'est cette année 2023 que j'ai pu faire le shift. Donc, j'assume. Je pense qu'autour de moi, mes collaborateurs savent qu'on travaille beaucoup pour gagner de l'argent. Autour de moi, j'aide aussi beaucoup de personnes à gagner. Moi, j'investis beaucoup, je investis beaucoup ce que je gagne dans d'autres investissements. Et puis, j'accompagne aussi beaucoup des personnes à chercher aussi à faire des business. Donc, après, je suis très simple. Hein. J'ai une voiture simple, j'habite très simple. De même que je suis multipropriétaire, je suis locataire. Pour dire à quel point je suis très à l'aise. Je vais te poser la question. Pourquoi tu es locataire alors que tu possèdes beaucoup de... Je ne possède pour le moment pas de maison à Cocody. Tu vois, j'ai des constructions à Bassam, mes projets Bassam, Benjerville, alors que, par exemple, mes enfants vont à l'école au Vallon. Donc, pour moi, c'est plus normal pour moi, pour le moment, d'être à Cocody. Donc, j'ai acheté récemment le terrain pour construire la maison. Je vais parler de la maison de mes rêves parce que j'ai des rêves beaucoup plus grands. Donc, ma maison de mes rêves, peut-être je vais la faire dans 4-5 ans. Mais récemment, j'ai acheté pour un projet de construction à Cocody. Donc, combien de mètres carrés? 330. Ça va. 330 situé entre Bonoumé et Atoban. Très bien placé. L'architecte a commencé à faire ce qu'il faut. Donc, je pense que quand je finirai celle-là, peut-être que je viendrai l'habiter et je serai peut-être plus locataire, peut-être à partir de l'année prochaine. Mais ça ne me dérange vraiment pas. Hein. Lorsque tu sais ce que tu fais, tu as une stratégie très consciente, tu es très à l'aise avec le fait d'être locataire, malgré que tu es propriétaire. Ça veut dire que je construis maison, je vends maison, mais moi-même, j'habite, je suis locataire. Et peut-être même que mon propriétaire, ce n'est même pas que je suis propriétaire. Bien sûr. Donc après, il faut être très à l'aise. Moi, j'aime encourager les personnes à ne pas se complexer et à ne pas se dépêcher forcément d'acheter une première maison pour l'habiter. Parce que souvent, en Afrique, les gens ont ce problème. Souvent, lorsque tu travailles, tu es cadre, les gens, ta famille, tu as comme une sorte de pression sociale pour dire achète une maison, achète une maison, achète une maison. Certains ont même pris des crédits pour acheter leur première maison. Crédits qui vont rembourser peut-être sur 10, sur 15, sur 20 ans. Et souvent, ça les freine dans leur capacité même à exploser. Moi, j'encourage même plus quelqu'un à prendre un prêt pour construire, pour capter une mini-cité, plutôt que d'aller acheter sa première maison qui va habiter lui seul. Après, chacun fait ce qu'il veut de son argent. Mais aujourd'hui, il faut vraiment avoir une stratégie claire pour impacter autant dans l'immobilier.
Alors, aujourd'hui, tes activités font travailler à peu près combien de personnes ici en Côte d'Ivoire? Beaucoup. Après, j'ai beaucoup d'entreprises. Direct et indirect, c'est ça? Je pense, je dois être autour de... Direct, on doit être autour de 103, 100, 103, 100, entre 103 et 107. Indirect, beaucoup plus, parce que je suis investisseur dans certains business. Comme je dis, récemment, par exemple, on a lancé une usine de fabrication d'attiqués qui est censée employer, on emploie déjà à peu près 60 personnes. On va monter à peu près à 80-100 personnes d'ici l'année prochaine. Donc, il y a ça. Il y a mes business dans le domaine agricole, tout ça, qui emploie aussi. Beaucoup, ouais. Ça emploie beaucoup. Dans le domaine de l'immobilier, il y en a mon business club, on doit avoir à peu près entre 13 et 15 employés, RAD immobilier. Donc, je pense que directement, je dois être entre 103 et 107 personnes. C'est une fierté pour toi? Oui, ça fait partie de mes indicateurs. Parce que pour moi, la création d'emplois, c'est vraiment quelque chose. L'auto-emploi et la création d'emplois faisaient partie des raisons pour lesquelles. D'ailleurs, même aujourd'hui, j'ai fait une publication disant j'ai eu plus de 12 emplois dans ma vie, je les ai tous créés. Voilà. Parce que moi, je n'ai jamais travaillé pour personne. Juste après mes études, je me suis lancé directement dans l'entrepreneuriat. Donc aujourd'hui, je peux employer tous mes neveux, mes cousins, mes enfants, tout. Je dis, quelqu'un autour de moi ne peut pas me dire qu'en fait, je cherche du travail parce que je peux forcément, si ton profil, si tu as envie de travailler, tu as un bon profil, on pourra t'insérer forcément dans une de mes activités parce que je suis dans l'événementiel, je suis dans l'accompagnement, je suis dans la finance, j'ai un cabinet d'ingénierie financière, Financista, on a Wikanda Academy, on a Récréation qui organise les événements comme les Awards des jeunes entrepreneurs. J'ai Léa, mon entreprise agricole. J'ai les éditions Réa, mon entreprise, ma maison d'édition. Angoula Properties, construction. Donc au final, ça fait quand même une large palette qui fait qu'aujourd'hui, je suis un employeur, je suis fier. Une bonne partie sont à la CNPS. L'année prochaine, je compte même faire pour que presque tous soient assurés. Donc ce type d'avantages aussi, c'est des choses qui me tiennent à cœur, quoi. Oui, pour que les gens puissent vraiment changer et impacter la vie des gens avec qui tu travailles. Et franchement, bravo pour ce que tu fais. Merci. Et on souhaite que ça continue de grandir. On est quasiment à la fin et maintenant on pose donc du coup les questions un peu plus personnelles. Yann Amon, tu es marié, tu as des enfants. C'est ça, 3 enfants. 3 enfants, très bien. Ils ont quel âge à peu près? Mon premier a 13 ans, la deuxième elle a 4 ans, le dernier il a 3 ans. Et j'ai veillé à ce que chacun de mes enfants soit et propriétaire immobilier et propriétaire foncier. Donc chacun de mes enfants a une maison. Ce que je voulais te demander, comment tu comptes léguer? Déjà, est-ce que c'est ta philosophie de léguer ton héritage à tes enfants ou tu dis, comme certains Américains, ils n'ont qu'à se débrouiller eux-mêmes? Non, je compte léguer. Je compte aussi chercher à bâtir en eux l'intelligence financière et l'envie de gagner beaucoup plus, de faire plus que moi. Moi, je suis quelqu'un, j'aime beaucoup repousser les limites. Donc, déjà, je vais tout faire pour que, après, chacun va vouloir faire ce qu'il veut. Mais si la plupart de mes enfants ou tous mes enfants peuvent s'intéresser à l'entrepreneuriat, parce que je suis en train de bâtir un empire, ce serait bien qu'après, ils puissent aussi travailler pour le compte de l'empire. Mais sinon, à côté de ça, dans mon objectif, c'était que chacun d'eux ait une villa, un appartement, des terrains, et que le revenu locatif soit versé sur le compte de chacun pour que lorsqu'il va atteindre ses 22, 23, 24 ans, 25 ans, il puisse avoir une sorte de cagnotte pour pouvoir, pourquoi pas, entreprendre. L'idéal, il n'aura pas besoin d'acheter une maison, il aura déjà un patrimoine immobilier. Donc chacun de mes enfants a déjà une villa et un terrain. Mais l'objectif, c'est une villa, un appartement, un terrain pour chacun à Abidjan. Maintenant, si dans 2, 3, 5, 10 ans, je deviens encore beaucoup plus riche, pourquoi pas dans d'autres pays, quoi. Mais déjà, chacun de mes enfants a une villa à son nom. OK. Donc, en fait, l'idée pour toi, c'est que très rapidement, que ces investissements que tu as fait pour eux commencent à magasiner de l'argent dont ils vont avoir besoin par la suite. Dans ta conception à toi de la gestion des finances, dans la famille, dans la maison, est-ce que tu es plutôt de l'école qui consiste à dire que c'est à l'homme de payer toutes les charges et l'argent de madame, elle fait ce qu'elle veut, ou alors on partage? Non, c'est mon éducation. Mon père a pris soin de ma mère jusqu'à la fin de sa vie. Donc, j'ai aimé ça. Ça m'a inspiré. Donc, pour moi, c'est ça. Après, au départ, je n'avais pas les moyens que j'ai aujourd'hui. Donc, au départ, je pense que je prenais presque tout en charge. Mais même elle avait insisté pour me soulager. Elle disait, par exemple, que pour les servantes, je vais faire ça. Pour les enfants, la nourriture des enfants, je vais faire ça. Donc, elle avait souhaité prendre quelque chose. Mais à mesure que ma capacité financière a grandi de plus en plus, donc à un certain moment, aujourd'hui, elle a une carte qui est directement tirée d'un de mes comptes personnels.
on peut dire, elle peut retirer de façon limitée. Mais je lui dis chaque fois, au moins, quand tu retires, il faut me prévenir. Donc souvent, je reçois des notifications. Je lui envoie un message. Est-ce que c'est toi? Tu as retiré tant? Elle dit oui. Je dis bon, ok. Donc ça, c'est ma conception, quoi. Alors, donc, son argent, c'est son très argent. intéressant. Donc, madame travaille? Oui, elle travaille. Elle a son argent, tu Elle a son argent. pas. Et au départ, elle gagnait officiellement plus d'argent que moi. Parce qu'elle avait un salaire de 1 million et quelques francs CFA par mois. Et moi, j'étais entrepreneur, je me fixais qu'une prime de transport de 100 000 francs CFA. Après, j'avais des entrées, ouais. des entrées, des commissions, mais revenu mensuel, elle était à 1 million et quelques. Moi, j'étais à 100 000 francs CFA. Mais je suis un garçon, je gagnais de l'argent de temps en temps et beaucoup plus qu'elle. Et ça aussi, c'est quelque chose de très paradoxal. Et aujourd'hui, par exemple, devant un banquier, elle est beaucoup plus, à l'époque, Bien sûr, elle était beaucoup plus finançable Bien sûr. que moi. Alors que moi, je gagnais beaucoup plus d'argent. Mais j'avais un métier à risque, en fait. Un entrepreneur dans l'immobilier, aujourd'hui, tu fais une transaction, tu as 5 millions, peut-être que demain, tu n'as rien. Et je pense qu'en 5 ou 6 ans de mariage, à part le 2e mois du Covid, il n'y a aucun mois où je me suis retrouvé en incapacité financière de subvenir aux besoins de la famille. Le 2e mois du Covid m'a beaucoup alerté. Vous savez, moi, avant le Covid, je gagnais quand même de l'argent. Mais lorsqu'il y a eu le Covid, qui a paralysé beaucoup de choses et tout, c'est là que je me suis rendu compte que j'étais très pauvre. En fait, je me suis rendu compte que j'étais pauvre. Après le Covid, j'ai changé tout mon système de fonctionnement. Je me suis dit, il faut que si jamais il y a un Covid ou quelque chose de similaire, je ne me retrouve pas en mesure de ne pas gagner suffisamment ou de ne pas pouvoir faire face, j'ai envie de dire, aux besoins. Donc, c'est à partir de là que moi, j'ai vraiment pris conscience du fait que ma façon de fonctionner était pas bonne, en fait. Donc, moi, ma capacité financière, il y a l'avant-Covid et puis il y a l'après-Covid. Donc, aujourd'hui, j'ai beaucoup plus de moyens. Elle n'a besoin de ne rien dépenser, quoi. Je gère tout. D'accord, très bien. Non seulement tu gères tout, mais elle a accès à ton compte bancaire. Est-ce que culturellement, ici, ça se fait comme ça en Côte d'Ivoire, que les femmes aient accès au compte bancaire de leur mari? C'est exceptionnel, parce que la plupart du temps, les femmes se plaignent même plutôt de ce que les hommes sont très cachottés avec leur argent. Ouais, peut-être arrivé à un certain moment. Comme je dis, je ne l'ai pas fait au début, je le fais peut-être maintenant. Donc, je pense peut-être qu'il y a plusieurs qui ont peut-être atteint un certain niveau qui leur peut-être permet de faire ça. Parce qu'après, si tu donnes et que elle s'en va retirer, et que ça va te créer des soucis, mais donc peut-être que tu le fais. Après, j'ai plusieurs comptes bancaires, mais je ne lui ai pas donné l'un des... Je pense qu'elle a accès à mon compte bancaire principal. Ouais. Voilà. Donc après, d'autres peuvent faire ça avec un compte bancaire non principal, mais moi, elle a accès à mon compte bancaire principal. Et tout se passe bien. Ouais, on va dire ça comme ça. Quelques surprises. Quelques surprises par moment, et puis après, je reçois l'information. D'accord, très bien. On a parlé de ton épargne, de ta vie avec les enfants pour qui tu as déjà un projet. Comment tu te fais plaisir, Yann Amo? Je pense que moi, mon truc, c'est les voyages. Je ne suis pas beaucoup voiture, même si j'en ai pas nécessité. Tu as quoi comme voiture? Modèle? On va dire 4x4, pick-up pour le champ. Tu as combien de voitures? Je crois personnellement 4. Et voilà, 4 voitures, tu dis que tu n'es pas trop voiture. Non, en fait, ce n'est pas nécessité. Par exemple... Si tu étais trop voiture, tu allais avoir 12. Non, en fait, il y a des gens qui sont trop voitures en termes de modèle de voiture. Oui. Moi, c'est des voitures... En fait, tu t'en fous de la voiture. Je m'en fous de la voiture. C'est l'usage, ok. Par exemple, je n'avais jamais acheté une voiture neuve maison mère. La première voiture maison mère que j'ai achetée, il y a moins d'1 mois, et c'était dans le cadre du concours des jeunes entrepreneurs, parce qu'on voulait faire gagner la voiture à quelqu'un. Je n'ai jamais acheté pour moi-même une voiture concessionnaire, tout ça. Ce n'est pas trop mon truc. Donc, il y a une Tucson. D'ailleurs, la Tucson, je l'avais achetée pour madame. Je pense que j'ai un pick-up. Ça, c'est beaucoup plus pour le champ. Une petite Mazda, vite fait. Donc, ce n'est pas des délires, en fait. Et le confort, quand tu voyages, économique, premium, business? Je crois mes 8 derniers voyages. Pour la petite histoire, la première fois que j'ai voyagé en business, c'était grâce à ma marraine, Madame Diaby. Je pense qu'une de ses amies qui me suivait beaucoup, qui bossait dans la compagnie en question, m'a reconnu. Elle a dit « Ah, c'est Yann Amon et tout. Ah, il y a même ta marraine qui m'a dit que tu venais. » Et ils m'ont surclassé. C'était Air Côte d'Ivoire. Donc, je leur fais un petit coucou au passage. Mais la différence entre business, Air Côte d'Ivoire, business et puis classe éco n'est pas si grande que ça. Donc, tu ne sens pas le wow. La première fois que j'ai voyagé vraiment en business,
je venais de rater mon vol à Orly. J'étais en écho. Et puis, ils m'ont dit, le seul moyen pour moi d'embarquer, c'est qu'on me surclasse. Donc, j'ai dit, combien ça fait? Ils m'ont dit, je crois, 800 €. J'ai dit, il n'y a pas de souci. J'ai donné ma carte. Et ils ont débité. Et quand je me suis retrouvé dans le confort, je me suis dit, plus jamais, je ne voyage en écho. Donc, c'était peut-être il y a 3 mois. Donc, depuis tous mes voyages, je voyage en business. Parce que avant, je plaignais. Vous savez, en été, comme je te disais tout à l'heure, mon délire à moi, c'est les voyages. En décembre, j'étais à Dubaï et puis, comment ça s'appelle il y a une ville à côté de Dubaï, il y a un émirat à côté de Dubaï, là, j'ai un peu oublié le nom. Abu Dhabi. Donc, on a fait Abu Dhabi en décembre. Et en été, on était en Thaïlande. Avec toute la famille, ma maman, ma belle-mère, tout ça. Le voyage était long. Bah oui, la Thaïlande, en partant d'ici. Donc, tu voyages au moins 3 vols. En classe éco, tu as mal au dos, tout ça. Et puis vols. après, mine de au rien, moins 3 longs vols. Le budget de ce voyage, c'était quoi? Je crois 23 millions. Malgré que les billets étaient en éco. Ouais. Donc après, je me disais, bon, c'est pas grave parce que après tu vas aller en business, c'est peut-être 2 millions le billet, 3 millions fois 8 personnes, c'est quand même beaucoup. Mais depuis que j'ai voyagé en business, j'ai dit, moi, à moins qu'on m'invite et que j'accepte et que les gens n'ont pas les moyens de me mettre en business, soit je me fais surclasser ou bien soit pour ne pas gêner les autres. Parce qu'après, il faut être simple dans la vie. Voilà, imagine, on voyage en groupe, les autres sont en éco, je peux accepter d'être en éco. Comme je peux vouloir, pour mon confort, être surclassé. Mais lorsque tu goûtes quand même à la business, c'est quand même un peu difficile de retourner en éco. Parce que tout est différent. La prise en charge, le process, la priorité, la gestion des bagages, la sortie des bagages, c'est autre chose à faire. Donc après, quand tu as les moyens, tu te fais plaisir. Donc moi, je dépense beaucoup en voyage. C'est mon truc. J'aime beaucoup voyager. D'accord, tu te fais plaisir au travers des voyages. Des moments de qualité en famille, parce que je suis très occupé. Donc, c'est le genre de moment avec... moi, j'en ai pas eu beaucoup avec mon père parce qu'il travaillait trop. Donc, j'essaie d'avoir chaque été avec mes enfants. Et si possible, je fais décembre et été. Décembre et été. Donc, normalement, ce décembre, peut-être on va aller à Dakar un peu. Ok, donc tu essaies de sortir. C'est ça, en fait. Pour aller, souvent aussi à l'intérieur, hein, San Pedro, Grand Bérébi, dans des endroits qui en valent la peine à l'intérieur du pays aussi. Je suis beaucoup aussi pour le tourisme local. Tout à fait, pour aller découvrir un peu ce qu'on fait à l'intérieur du pays. Très bien, écoute, on est quasiment au terme de notre émission. On a un peu mieux pris le temps de te connaître, de voir comment tu gagnes de l'argent et comment tu le multiplies. Tu t'es beaucoup diversifié. Oui, beaucoup. Pourquoi ? Parce que tu sais, il y a 2 stratégies. Une qui dit que remets tout ton argent dans le même secteur. Tout à fait. Et d'autres qui disent non, diversifie-toi. Pourquoi tu as choisi l'école de la diversification ? Moi, j'ai choisi ça déjà parce que profondément, j'aime apprendre, j'aime découvrir et je pense avoir la capacité de faire plusieurs choses. Donc après, je suis d'accord avec ceux qui font la même chose, C'est qui marche, il faut le faire. Donc moi, une fois quelqu'un m'a posé une question il n'y a pas très longtemps, il dit et lui n'a pas parlé de diversification, il a dit qu'il a l'impression que je me disperse. Et que pourquoi je ne me concentre pas uniquement dans l'immobilier. Donc je lui ai posé la question parce que lui aussi il est dans l'immobilier. Je lui ai dit, bon, ok, toi qui es dans l'immobilier, qui ne fais que ça, sur les 6 derniers mois, c'est quoi ton chiffre d'affaires? Moi, sur les 6 derniers mois, voilà mon chiffre d'affaires. Donc, est-ce que tu penses vraiment que je me disperse? Donc après, moi, j'aime être performant et j'aime aller dans de nouvelles choses. Après, il y a des choses que je fais parce que je sens que c'est important. Par exemple, aujourd'hui, l'agriculture, si on ne le fait pas, c'est chaud parce que l'État ne le fait pas comme il faut. Arrivé un certain moment, quand je dis, moi, le Covid m'a donné un déclic. Je me dis que peut-être qu'on sera là un jour et on ne peut plus avoir du lait, on ne peut plus avoir du riz en Côte d'Ivoire. Donc moi, aujourd'hui, quand je décide de me lancer dans l'agriculture, c'est pour me dire que si aujourd'hui, il y a un grand souci en Côte d'Ivoire, il faut que je puisse moi-même manger. C'est pour ça que j'ai fait la pisciculture, j'ai fait l'élevage de bœufs, de moutons, de poulets, toutes ces choses. J'ai commencé à faire du riz à Lakota. Ça, c'était pas besoin. Donc, c'est pas... La diversification, c'est pas trop parce que je veux peut-être... mon business ne marche pas, je vais essayer autre chose. Non, mon business dans l'immobilier, il marche très bien. Je recrute des équipes. Chaque fois, on fait des stratégies, on essaie de performer. Maintenant, à côté de ça, il y a des opportunités. Donc, moi, j'ai la casquette d'investisseur. Donc, en tant qu'investisseur, j'investis dans différentes choses. Par exemple, j'investis dans les mines. Ça me rapporte des choses intéressantes. J'ai des jeunes entrepreneurs qui viennent vers moi, qui ont des business qui sont intéressants et je peux me diversifier en investissant ça. Donc, j'ai un portefeuille d'investissement dans l'immobilier, mais il n'y a pas que ça. J'investis un peu dans l'or, j'investis dans l'agriculture, j'investis dans certaines startups. Donc, je me diversifie en tant qu'investisseur. Par contre, mon cœur de métier, ça reste l'immobilier. Maintenant, après, j'ai des passions et j'ai des fardeaux. Donc, j'appelle ça des fardeaux. Par exemple, pour moi,
l'accompagnement des jeunes entrepreneurs, c'est un fardeau. Il faut que ce soit fait. Donc, je ne fais pas ça pour du business. D'ailleurs, je le fais à perte. Je dis, là, on organise l'événement, les ordres des jeunes entrepreneurs, c'est à perte. Le budget, il est de plus de 100 millions, c'est à perte. Je ne gagne rien. Donc, souvent, il y a des choses comme ça qu'on fait, pas dans le cadre du business, en fait. Donc, pour dire vrai, en tant qu'investisseur, je diversifie en fait mon portefeuille d'investissement. En tant qu'entrepreneur, moi, je suis un entrepreneur dans l'immobilier. Et ces temps-ci, je suis en train de devenir un entrepreneur dans le domaine de l'agriculture. Par exemple, je disais qu'on a une usine de manioc. Ça, c'est en tant qu'investisseur. Ce n'est pas moi qui gère ça. J'ai un de mes associés, c'est lui qui est le gérant statutaire. Donc, tout ce que moi, j'ai fait, c'est de mettre de l'argent. Après, j'essaie d'utiliser mes contacts pour qu'on ait plus de marché. Mais je ne me suis pas diversifié en partant lancer un business dans le domaine de la fabrication d'articles. Non, ce n'est pas mon cœur de métier. Mon cœur de métier, c'est l'immobilier. Les autres choses, c'est peut-être en tant qu'investisseur, je le fais. Quel conseil tu veux donner à un jeune qui te suit maintenant et qui veut s'enrichir? Qui veut s'enrichir, il faut d'abord gagner de l'argent. Il faut trouver quelque chose qui peut te faire gagner de l'argent. Ça peut être un service que tu vas vendre. Tu peux être salarié, tu vas commencer à mettre de l'argent, tu gagnes de l'argent. Donc d'abord, il faut gagner de l'argent. Après, il faut se fixer un montant que tu veux gagner. Moi, je le fais chaque année. Et comme je dis, pour me challenger, j'utilise mon système x2, x5. J'utilise ce truc-là depuis longtemps. Par exemple, moi, pour l'année prochaine, je dois me débrouiller en termes de chiffre d'affaires ou je ne sais quoi. Mon objectif, c'est de faire 5 milliards. Je ne l'ai jamais fait. Tu vois, cette année, j'ai fait à peu près 2. L'année prochaine, je vais chercher à faire 5. Donc, comment je fais pour faire 5 milliards? Donc, à une plus petite échelle, tu n'as jamais fait 500 000. Comment est-ce que je fais pour gagner 500 000 francs CFA en un mois en termes de chiffre d'affaires? Je vais faire quoi qui peut me faire gagner 500 000? Ou bien je gagne déjà 500 000, comment est-ce que je fais pour gagner 1 million? Donc, il faut d'abord se fixer un niveau, je ne parle même pas encore de revenus, un niveau de business, un objectif en fait, voilà. Et au fur et à mesure, tu essaies chaque fois de te challenger. Donc, si j'ai un conseil à donner, quelqu'un qui ne fait rien, commence à faire à partir de la semaine prochaine quelque chose qui peut te faire 100 000 par mois. Quand tu vas faire 100 000 par mois, tu le répètes. À un moment, tu sais faire 100 000 par mois. Dis-toi, il faut que je fasse 500 000 francs à partir du mois prochain. Peut-être que tu ne vas pas le faire. Tu vas te poser la question, comment je fais pour faire 5 fois plus? En général, c'est plus facile pour moi de faire 2 fois plus que de faire 5 fois plus. Souvent, 2 fois plus, c'est 2 fois plus d'intensité. Par exemple, j'ai 2 commerciaux, tu vas en prendre 2 autres, vont te permettre de faire. Mais pour faire 5 fois plus, en général, ce n'est pas ce lien de cause à effet là. Tu vas devoir t'asseoir, réfléchir, mettre en place une stratégie, tenter quelque chose, etc., etc. Quand ça ne marche pas, tu réessayes. Et tu as des cycles comme ça mensuels. Moi, je fonctionne comme ça. Chaque mois, pour moi, c'est un nouveau cycle. Donc après, à l'échelle de l'année, moi, ça me fait 5 milliards pour l'année prochaine. 5 milliards, je vais diviser par 12. Ça me donne à peu près un montant que je dois faire par mois. Et je vais demander à mon équipe, qu'est-ce qu'on met comme stratégie pour faire ce montant-là par mois? Et si on atteint 5 milliards, l'année prochaine, on essaie de faire 10. Après, on va essayer de faire 50. Après, on va faire 100. Et après, on va faire 500 milliards. 500 milliards, ça sera peut-être dans 3 ou dans 4 ans. À ce moment-là, on peut se dire, bon, on essaie de faire 1000 milliards. Et il faut chaque fois se repousser comme ça des limites et ne pas se dire qu'on ne peut pas. Et moi, je pense que dans les prochaines années, de plus en plus de jeunes entrepreneurs auront des opportunités de scaler. Parce que l'ancienne école, la précédente génération, ils avaient des business qui ne pouvaient pas atteindre une certaine exposition. Mais nous, avec les outils qu'on a, certains vont pouvoir vraiment faire le milliard de dollars s'ils se concentrent. Il y en a qui sont peut-être bien partis. J'ai réservé la meilleure question pour la fin. L'une des plus grosses craintes que les gens ont quand il s'agit de foncier, ce sont les arnaques. C'est ça. Et la Côte d'Ivoire est un pays qui a une très, très, très mauvaise réputation en termes d'arnaques. Comment on fait pour reconnaître, éviter les arnaques? On va se quitter là-dessus. Je ne vais pas me poser comme censeur parce que même moi, j'ai quand même une grande expertise et une expérience. Cette année, dans le mois d'avril, on m'a arnaqué 75 millions. C'était un bien pour un mal parce que tout seul, j'aurais certainement évité ça. Mais j'ai commencé à passer la main à mes équipes. Donc, je faisais exprès de les mettre un peu plus en avant. Je leur donnais l'opportunité de faire plus, eux-mêmes de faire les vérifications et tout. Et on est tombé sur un faux dossier. On n'a pas fait suffisamment attention, eux comme moi. Et j'ai perdu 75 millions en avril. Quelque part, j'ai appris quelque chose d'intéressant de ça. C'est que même moi, je ne suis pas à l'abri. Et je pense que c'est lorsque j'ai perdu les 75 millions et que je n'ai pas tant pleuré que j'ai réalisé que j'avais peut-être passé un cap. Parce que pour moi, perdre 75 millions, c'est quand même 100 et quelques mille euros. Je pense qu'il y a des personnes pour qui ce serait le drame, ce serait la faillite, l'effondrement. Donc après, je me suis maintenant posé les bonnes questions. Comment est-ce qu'on fait pour corriger ça? Donc plus de vérification. Il faut faire attention, utiliser les professionnels, poser des questions, ne pas hésiter à aller faire ce que tu sais que tu dois faire. Et souvent, c'est la diaspora qui est souvent beaucoup victime de ça parce qu'ils ne sont pas sur place.
très difficile pour eux d'avoir des personnes en qui ils peuvent faire confiance. C'est d'ailleurs même l'une des raisons pour lesquelles j'ai créé une entreprise en France qui va essayer dans les prochaines semaines d'aider un peu plus les gens de la diaspora qui veulent investir dans l'immobilier, dans des dossiers assainis. J'ai même pris un bureau. J'étais là-bas il y a une semaine à Bobigny. On va terminer l'aménagement dans les prochains jours pour dire que même moi qui connais les règles, qui ai les informations. Et pour la petite histoire, lorsque j'étais allé porter plainte parce que le bonhomme m'en a fait arrêter et tout, le gendarme même qui avait diligenté l'enquête, il me disait comme ça que lui-même, son patron, il n'y a même pas 2 semaines, les gens l'avaient arnaqué. C'est-à-dire un général gendarme. Ici, les gens n'ont peur de rien. C'est dangereux. Mais après, il y a des moyens de se faire accompagner, il y a des moyens d'éviter les grands drames, passer par des professionnels, chercher à opter pour des terrains sécurisés. Il y a des niveaux de sécurisation intéressants. Par exemple, avec ACD, ce n'est pas sécurisé à 100% parce que même sur les terrains avec ACD, il y a des problèmes. Il y a des niveaux intermédiaires. Par exemple, l'approbation, c'est pas mal quand même. On peut faire des investigations sur ça. L'État est en train d'initier une réforme dans le foncier avec des attestations villageoises, avec stickers. Ça va peut-être aussi hausser le niveau. Donc, il ne faut pas avoir peur d'investir. Il faut se faire accompagner. C'est-à-dire qu'il ne faut pas partir comme un jeune aventurier tout seul. Et vous risquez de perdre beaucoup. Donc, pour avoir perdu moi-même 75 millions en avril, je ne peux pas faire comme si je connais les techniques, les règles, tout ça. Mais faites très attention. Et puis après, tout ce qui est investissement est toujours accompagné d'une sorte de risque. Mais aujourd'hui, l'immobilier, c'est l'endroit où il faut investir. J'encourage tout le monde à chercher à se faire accompagner, à chercher à profiter du boom qui est en train de se faire autour de l'immobilier. Merci beaucoup Yann Amon d'être venu Merci nous beaucoup, voir. Philippe. On te souhaite beaucoup de bonheur, beaucoup de succès et au plaisir de te revoir bientôt. Merci beaucoup. Nous arrivons au terme de notre podcast sur l'immobilier avec notre invité Yann Amon. J'espère que tout comme moi, vous avez pris énormément de plaisir à l'écouter, mais que vous avez surtout appris beaucoup de stratégies vous permettant de pouvoir vous-même gagner de l'argent, le multiplier et l'investir. Et ce, peu importe les sous que vous gagnez en ce moment. Si vous voulez continuer de bénéficier de contenus aussi riches, je vous invite à vous abonner si ce n'est pas encore le cas et à noter dans votre agenda dimanche, 14h, heure de France. Le podcast, c'est juste une question de temps. Le podcast des money makers, des personnes qui font de l'argent et qui en parlent sans tabou. Rendez-vous dimanche prochain. Peace.